Donc, je me présente, je m'appelle Charlotte Blanchilly, je suis docteure en droit public de l'Université de Montpellier. Alors, au niveau du choix du sujet, j'avais un intérêt très fort pour ce qui relevait de la philosophie du droit. J'avais fait en deuxième année un DU culture juridique et on m'avait posé un sujet de 5 heures sur les lois sont-elles toujours justes? Et ça m'avait passionnée. Donc de là, j'ai fait un master 1 où j'avais fait un mémoire sur la notion de morale humanitaire. Et ensuite, un master 2, c'est tout naturellement que j'ai transposé la question de la morale dans le cadre du droit européen des droits de l'homme. Donc j'ai fait un premier mémoire de master 2 sur les valeurs morales dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a eu une première évolution entre le mémoire de master 2 et la thèse, puisque le mémoire c'était sur les valeurs morales dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et je m'étais aperçue que accoler le terme de valeur, enfin de morale à valeur était très compliqué parce que l'occurrence n'apparaissait pas ou très peu dans la jurisprudence européenne. Donc on a simplifié pour parler simplement des valeurs dans la jurisprudence de la Cour européenne. Et ensuite, il y a eu une évolution à la fin de la rédaction, puisque au départ, l'intitulé c'était Essai sur l'interprétation axiologique, et on a rajouté Essai critique à la fin de la rédaction parce que on avait réellement la sensation qu'il s'agissait d'un point de vue qui relevait de l'ordre du personnel, que la conclusion à laquelle j'aboutissais était une conclusion négative et que donc il était nécessaire d'accoler ce terme de critique pour montrer qu'il s'agissait d'une position parmi d'autres. Alors, il y a 3 principales interprétations qui sont utilisées par le juge européen. L'interprétation téléologique, d'abord, c'est celle qui permet en fait au juge européen de faire référence aux buts et objectifs de la Convention pour interpréter les affaires qui lui sont soumises. Ensuite, il y a l'interprétation évolutive qui a été un petit peu créée de toutes pièces par le juge européen avec l'arrêt Tyrer contre le Royaume-Uni. Et en fait, ça permet au juge européen d'interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles une affaire qui lui est soumise. Et enfin, il y a l'interprétation consensuelle qui est donc souvent décriée, où là, le juge européen va rechercher un dénominateur commun pour déterminer s'il doit faire évoluer le droit de certains États. Donc c'est par exemple le cas sur ce qui concerne le mode de vie des transsexuels et le fait de changer l'identité de sexe à l'état civil. Donc là, c'est typiquement un cas d'interprétation consensuelle. Alors, il y a 3 critères de définition que j'ai pu mettre à jour pour définir la valeur au sens du droit européen des droits de l'homme. Le premier, c'est que le juge européen fait toujours référence à une valeur rattachée à l'idée de société démocratique. Deuxièmement, c'est qu'il fait toujours référence à une valeur qui est fondamentale des sociétés démocratiques, donc induisant une certaine hiérarchie qui existerait entre des valeurs qui seraient considérées comme de premier rang et d'autres qui seraient considérées comme de second rang et qui donc ne seraient pas protégées sous l'angle du droit européen. Et le dernier critère, c'est le fait que la valeur est une valeur à caractère fixe et immuable, c'est-à-dire qu'en tout temps et en tout lieu, on fait référence à cette valeur et qu'elle est considérée comme un standard, un idéal à atteindre. Sur la question de la valeur fondamentale des sociétés démocratiques, on peut retrouver par exemple l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ou bien l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé qui sont considérés par la Cour européenne comme des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Et pour ce qui est de la valeur à caractère fixe et immuable, pour exemple, on peut trouver la question de la dignité humaine. Donc la dignité humaine, c'est un idéal à atteindre, un standard à protéger. Donc ici, c'est des exemples de valeurs qui sont protégées par la Cour européenne. Alors, la problématique de départ, c'était celle de remettre en cause le postulat qui était communément admis, selon lequel droits de l'homme et valeurs sont intrinsèquement liés,
pour vérifier l'exactitude de ce postulat. Tout temps, on disait que la Cour avait une position idéologique en ce qui concerne la protection des valeurs, et l'idée c'était de vérifier l'existence de cette position idéologique. Donc la question qui était posée, c'était de savoir si l'interprétation axiologique était consubstantielle à l'office du juge européen. Et donc, pour vérifier ce postulat, j'ai d'abord tenu à vérifier la place des valeurs dans le cadre du système européen. Alors, sa place tant dans les textes, donc le préambule de la Convention européenne, le statut du Conseil de l'Europe, mais aussi le texte même de la Convention européenne et les protocoles, que dans la jurisprudence européenne, en recherchant si le terme de valeur apparaissait souvent, si cette utilisation était rhétorique ou au contraire si elle avait un véritable poids normatif dans le cadre de l'office du juge. Et partant de cette vérification-là, je me suis aperçue que la place des valeurs était finalement assez circonscrite parce que le terme de valeur n'apparaissait pas à proprement parler dans le texte de la Convention européenne, ni même dans les protocoles, ni même dans le préambule de la Convention qui ne faisait référence qu'à des objectifs de manière assez vague et imprécise, sans préciser plus quelle était la définition des valeurs qui étaient protégées par le droit européen. Et de ce constat d'une place circonscrite des valeurs, j'ai voulu rechercher les obstacles, les raisons qui expliquaient que ces valeurs étaient finalement peu protégées par le juge européen ou peu mobilisées. Et donc ici, j'ai recensé des obstacles qui étaient tant extérieurs à l'office du juge. Alors extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même responsable de ces obstacles-là. Donc au titre de ces obstacles, j'ai pu recenser le pluralisme, donc notamment le fait qu'il existe une individualisation de plus en plus forte des droits de l'homme qui va empêcher le juge européen de protéger certaines valeurs parce qu'il va se retrouver confronté à des conflits de valeurs et qui sont un petit peu irrésolubles. Et ensuite, l'autre obstacle extérieur, c'était pour moi le positivisme sociologique, c'est-à-dire que confronté à une évolution sans cesse plus importante des techniques et des sciences, le juge européen se trouve confronté à des problèmes auxquels il n'était pas confronté il y a 50 ans. Donc la question de la gestation pour autrui, de la procréation médicalement assistée, de l'euthanasie, et qui font qu'aujourd'hui, il a du mal à protéger certaines valeurs. Et ensuite, il y avait des obstacles qui étaient liés au système conventionnel même. Et au titre de ces obstacles, c'était le privilège que le juge européen accorde de plus en plus à l'interprétation évolutive, c'est-à-dire qu'il tente d'adapter de plus en plus le texte de la Convention aux mœurs actuelles. Et donc, du coup, ça induit un recul de la protection des valeurs. Et également, le retour d'un principe de subsidiarité défense pour lequel finalement la Cour européenne se trouve un petit peu empêchée de protéger certaines valeurs parce que les États font jouer leurs propres valeurs nationales et donc ici la subsidiarité joue un rôle de défense et empêche le juge européen d'aller plus loin et d'être un peu audacieux sur le terrain de la protection des valeurs. De l'avortement notamment puisque on voit bien que l'avortement est un droit qui est reconnu quasiment unanimement dans les États européens. Cependant, la subsidiarité et le fait que le juge européen veuille protéger les racines morales de certains États comme la Pologne ou l'Irlande, le juge européen se trouve empêché finalement de mettre à jour la dignité de la femme qui, par exemple, voudrait être libre de son corps. Donc, par conséquent, le juge européen a parfois du mal avec le principe de subsidiarité à faire émerger la protection de certaines valeurs. Alors, c'était pas la conclusion que j'avais imaginée au départ, donc c'est un peu l'originalité, je pense, de ma démarche, c'est qu'au départ, j'avais l'intention de prouver l'existence de ce postulat comme quoi valeurs et droits de l'homme sont intrinsèquement liés, et au final, je parviens à la conclusion inverse, comme quoi la protection des valeurs aujourd'hui apparaît un petit peu réduite et le parent pauvre du droit européen parce que le juge
n'utilise pas réellement les valeurs pour convaincre et n'utilise pas réellement les valeurs pour les protéger. Et au contraire, il préfère utiliser des notions plus juridiques. Par exemple, pour l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, il va plutôt dire que l'interdiction des traitements inhumains et dégradants est contraire aux droits de l'homme, mais par contre, il ne va pas rattacher cette interdiction des traitements inhumains et dégradants à la question de la dignité. Donc, alors que je pensais au départ que c'était le cas. Donc, c'est en ça que c'est un petit peu original.